Autant Savoir revient sur la création d'entreprises. On vous apprend comment continuer à gérer votre entreprise après sa création. Comment la rendre véritablement viable. Mais ce sera après ce reportage. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçant d'une durée de validité de 2 ans. Les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA. La durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations APS est la structure indiquée. Précisément, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. L'APS est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le Code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs. Autant Savoir se poursuit donc. Notre invité nous a déjà rejoint autour de la table. Bonsoir, docteur Sardou Agbangla. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes expert en business de développement. Tout à fait. Et avec vous, on apprend comment s'assurer de la viabilité de son entreprise. Déjà, dites-nous un peu, est-ce que vous avez l'impression qu'on est intéressé par l'entrepreneuriat ici au Bénin? Je vous remercie infiniment pour l'invitation. Je profite pour souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde, Merci. à toute l'équipe, à tous mes compatriotes ici et d'ailleurs. Merci bien. Alors, la question, elle est tout à fait pertinente. Je pense que ici au Bénin, l'entrepreneuriat prend de plus en plus, enfin, la malaise prend forme, puisqu'il est clair que la plupart des jeunes, à la sortie de l'université, n'ont plus d'emploi. Encore moins, je veux dire, l'emploi salarié. Du coup, le taux emploi devient quand même la route la plus recommandée pour les jeunes. D'accord. Voilà. Alors, hier, on a reçu le directeur général de la pièce qui nous disait tantôt qu'on était à près de 80 entreprises créées par jour. Pour vous, à quoi est dû ce boom-là? Et je crois que la raison peut être attachée à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Parce que l'autre raison, c'est que la plupart des entrepreneurs ont finalement une vie plus intéressante, je vais dire, que par rapport aux salariés. Ah, d'accord. Donc, ça donne quand même ça donne envie justement de se lancer quand même dans cette aventure d'entreprise pour pouvoir peut-être améliorer son revenu ou créer réellement de la richesse aussi pour son pays. C'est aussi un paramètre très important. D'accord. Alors hier, j'aurais aimé aborder avec lui, mais je n'ai pas pu l'avoir sur le plateau. D'accord. On se rend compte de plus en plus que malgré qu'il y a un certain engouement autour de la création d'entreprises, très peu d'entreprises, in fine, demeurent viables. Quel est votre diagnostic à vous en tant qu'expert? C'est vrai, c'est un très bon constat. Beaucoup d'entreprises échouent avant les 5 premières années. Les statistiques sont relativement importantes en la matière. Le taux de mortalité doit être autour de 45% avant les 5 premières années. Donc, c'est vrai, c'est inquiétant. Quand on fait le diagnostic, par expérience, il y a beaucoup de facteurs. Entre autres, je peux souligner l'inexistence d'un plan d'affaires réel avant le démarrage de son business. Il y a également le profit de l'entrepreneur lui-même. Il y a la non-maîtrise du marché parce que pour progresser sur le marché, les concurrents sont nombreux. Et pour progresser, il faut donc déployer des stratégies marketing les plus percutantes pour pouvoir résister. Et il y a une autre dimension, je dirais,
la non-maîtrise de tous les indicateurs financiers qu'il faut justement apprécier pour avancer. Donc, c'est entre autres les raisons majeures que j'ai quand même personnellement relevées. D'accord. Mais dites-nous un peu, au niveau de ces raisons majeures-là que vous venez d'évoquer, est-ce que toutes ces raisons-là peuvent être contournées par une bonne étude du milieu dans lequel vous voulez investir avant de créer votre entreprise? Absolument, absolument. Et ça fait un paradoxe parce que avant de lancer son entreprise, il est fortement recommandé de disposer d'une feuille de route. Mais le constat que j'ai fait, il y a des promoteurs qui élaborent le plan d'affaires juste par protocole, par formalité. Alors qu'en réalité, un plan d'affaires n'est pas pour une formalité, encore moins pour solliciter un crédit à la banque. Un plan d'affaires, on l'élabore d'abord pour savoir est-ce que mon projet sera rentable. Donc, sans un plan d'affaires bien bancable, bien crédible, on ne peut pas se lancer d'abord dans l'entrepreneuriat. En d'autres termes, je crois que si, en synthèse, si tant est que le plan d'affaires dont on dispose n'est pas bien maîtrisé, encore moins le marché, il va de soi qu'on assiste justement à ces résultats. D'accord. Quelle devrait être donc la démarche ou la méthode qui doit être adoptée par les entreprises créées pour s'assurer d'une viabilité? Merci encore une fois. Vous posez des questions tout à fait pertinentes. Alors, la démarche, il faut d'abord définir un cadre stratégique extrêmement pointu et clair. Qu'est-ce que je mets dans le cadre stratégique? Il faut disposer clairement d'une vision. Ensuite, maîtriser son métier, avoir une mission et mettre en place des valeurs claires, précises. Alors, ces différents points qui, si vous voulez, composent le cadre stratégique d'activité dont je parle, ils sont des paramètres à ne jamais perdre de vue. Lorsque la vision est clairement bien tracée, il faut décliner cette vision en plan stratégique. Donc, il faut une planification stratégique. Évidemment, dans la réalité, cette planification stratégique peut prendre beaucoup. Exactement. Donc, je dirais, lorsque au moins on sait là où on va clairement, avec des objectifs précis, quantifiables et surtout mesurables, bien définis, le plus important, c'est votre capacité à être flexible sur le marché. D'accord. Donc, en synthèse, la démarche, c'est d'abord élaborer et faire un bon diagnostic stratégique, identifier ses points forts, ses points faibles, les menaces et les opportunités de l'environnement pour mieux définir des objectifs qui tiennent compte des exigences de l'environnement. D'accord. Quand vous parlez de menaces éventuelles au niveau de l'environnement, est-ce qu'il s'agit d'étudier un peu la concurrence? Parce que ça aussi, on oublie que pour pouvoir opérer sur un secteur, il faut comprendre comment le secteur vit, qui sont déjà les acteurs de ce secteur. À vrai dire, madame, en temps normal, avant l'élaboration ou dans le cadre de l'élaboration de son plan d'affaires, toutes ces questions devaient être déjà abordées et on devait avoir des réponses précises à ces différentes questions. Donc, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est à l'entrepreneur lui-même de faire les études ou bien il peut le confier à un cabinet? Absolument, absolument. Et je crois que confier à un cabinet est plus indiqué, à moins que lui-même, peut-être au démarrage, il a suffisamment du temps. Aussi, hein. Exactement, bon, c'est vrai. Mais je crois qu'on dit études de marché, ça peut paraître un gros mot, mais le fait, par exemple, dans le cadre du lancement d'un projet ou d'un produit précisément, je rencontre quelques personnes pour dire qu'est-ce que vous pensez. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait, peut-être je prends le cas de jus de goyave. Avant de faire ça peut-être sur une grande échelle, je pose quelques questions à certaines personnes de façon à travers des entretiens, etc. Donc, c'est des études qu'on appelle études qualitatives qui permettent de collecter des informations sur les motivations, les freins d'achat pour mieux construire son plan marketing. D'accord. Vous voyez, donc voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord. Maintenant, quels sont les facteurs qui assurent la viabilité de l'entreprise sur le plan commercial? Bon, sur le plan commercial, je peux dire que la triste réalité, c'est que la plupart des entreprises sont imitées. Lorsque tu lances un nouveau produit, 2 ou 3 jours ou plus 1 mois, il y aura probablement quelqu'un qui va faire autant que tu le fais. Voilà. Donc, on est dans un mimétisme qui ne dit pas son nom. Non, mais est-ce que dans ce cas, il faut protéger son idée? À vrai dire, il y a beaucoup de mécanismes pour protéger son idée. Et je crois que les gouvernements ont compris ça. Il y a des dispositions organisationnelles, institutionnelles, je vais même dire. Légales, hein? Exactement, même légales qui sont mises en place pour protéger, accorder des licences, des brevets à des entrepreneurs pour protéger les idées. Mais au-delà de la protection, il appartient à l'entrepreneur de veiller surtout à
se définir un avantage concurrentiel, parce que sans l'avantage concurrentiel qu'il faut constamment communiquer, je ne vois pas une perspective heureuse sur le plan commercial. D'accord. Quels sont les éléments qui déterminent alors la viabilité des entreprises sur le plan technique, par exemple? Bon, sur le plan technique, et peut-être si vous voulez être précis, organisationnel, hein, je crois que il faut d'abord avoir un organigramme simple mais efficace. D'accord. Organigramme, il y a des entreprises d'une personne et des entreprises de 2 ou 3 personnes. Ben oui. Est-ce que dans ce cas, un organigramme bien élaboré est toujours utile? Au démarrage, moi je conseille souvent de minimiser les coûts parce qu'on peut avoir un organigramme où tous les départements, on peut avoir un département finance, etc. Alors qu'au départ, le jeune, il faudrait que lui-même soit au cœur de son activité. Lorsqu'il a la maîtrise, il minimise les coûts et il développe davantage sa capacité à mieux maîtriser le marché. Et quand il y a ça commence, le marketeur, il est le commercial, il est exactement, et c'est ça ce qui est recommandé au départ. Et il faut toujours aussi avoir... Il est l'auditeur, mais est-ce qu'il a un regard, comment dirais-je, un regard vrai, un regard, comment dirais-je, équilibré, justement. Est-ce que le fait qu'il soit au four au moulin ne fait pas que parfois, il y a des aspects qui... C'est pertinent. Qui l'échappent. C'est pertinent. Mais dans la pratique, moi, je recommande souvent aux jeunes de ne pas hésiter à solliciter l'avis des experts. C'est très important. Il y a des cabinets quand même d'études spécialisés qui accompagnent en général les promoteurs. Je pense que ce n'est pas tout à fait interdit ou plutôt c'est très opportun même de s'approprier ces techniques et de se rapprocher de ces experts. D'accord. Quelles sont les forces clés qui assurent la viabilité d'une entreprise? Les forces clés qui assurent la viabilité d'une entreprise, il y a des indicateurs d'autres financiers. Par exemple, avant de lancer son projet, il y a des indicateurs qu'on calcule, par exemple le taux de rentabilité interne, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité, qui quand même permettent à un moment donné de savoir si mon business sera rentable. D'accord. Quel est le profil des entrepreneurs qui réussissent la plupart du temps à maintenir viable leur entreprise? D'abord, quand moi j'ai fait le constat que j'ai fait après une étude croisée de plusieurs profils, c'est des personnes qui, en général, ont vraiment le sens de la proactivité. Ces personnes sont très proactives. Donc, elles ont vraiment le sens de l'anticipation. Parce qu'on est sur un marché où il faut vraiment tout anticiper autant que faire se peut. Autre chose, c'est qu'il faudrait absolument partager sa vision et avoir une force de mobilisation très importante. Parce que lorsque tu es un entrepreneur, tu n'as pas de leadership, tu n'as pas une force de mobilisation, d'implication de ton équipe, là, il y a un souci. D'accord. Alors, ce sera la dernière question sur ce plateau. On se rend compte que dans les autres pays, ces pays que nous copions d'un point de vue économique, on a parfois une entreprise qui traverse les générations, c'est-à-dire sur 3 générations, sur 4 générations, l'entreprise, elle dure et elle perdure. Mais souvent ici, on a une idée maximum au meilleur des cas. 30 ans après, c'est passé, c'est fini, c'est fermé, on passe à autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des entreprises au Bénin, par exemple, qui traversent les générations, comme on le dit? Les raisons sont multiples. Vous avez fait un très bon constat. Vous savez, au Bénin, on n'a pas la culture forcément de l'entreprise familiale. D'accord. Ailleurs, donc, enfin, en Europe, etc., les entreprises ont une notion de culture d'entreprise, mais familiale. Quand c'est la famille, ça évite beaucoup de chocs en matière de gestion des hommes. Mais quand c'est des personnes qui sont cooptées, qui sont recrutées, il faut vraiment disposer d'une, je dirais, d'une culture d'entreprise extrêmement importante. Et je vais en terminer peut-être avec votre permission pour dire beaucoup de chefs d'entreprise, d'ailleurs, n'ont pas la capacité de garantir la relève de l'entreprise. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui disent « Après ma mort, je ne vois pas quelqu'un qui va assurer ma relève. » Alors que, comme il est conscient de ça, il faudrait qu'il prenne les dispositions pour faire confiance à ses employés. Mais on dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je reconnais. Merci à vous, Dr Sardou Agbangla. Vous êtes expert en business de développement. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, moi, je me propose, bien sûr, de revenir peut-être sur comment assurer la relève plutôt. C'est-à-dire comment s'assurer d'une véritable relève en entreprise, parce qu'on a souvent des entreprises qui ne s'identifient qu'à un seul individu. Dès que cet individu est parti, l'entreprise tombe totalement. Comment éviter cela? Il y va aussi de la stabilité économique du pays. On aura peut-être l'occasion de revenir en parler.